la vidéo. Est-ce que vous voyez mon écran? Bonjour, rebonjour, hein, rebonjour, bienvenue dans cet atelier de microscopie. Aujourd'hui, je vais vous présenter les techniques spécialisées en microscopie, celles qui sont un peu inclassables. Et cet atelier est offert par le Centre d'innovation biomédicale de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. L'équipe, toujours derrière ce projet, c'est Aurélie Cléré-Buot, responsable des plateformes d'imagerie du CRCHUM, d'Emmanuel Bajon, André Lévesque et moi-même du Centre d'innovation biomédicale. Comme vous le savez, la microscopie, c'est une technique flexible avec plusieurs méthodes et plusieurs applications. On a vu la microscopie plein champ, la microscopie confocale, à balayage ou à disque rotatif, et aussi la microscopie super résolution, avec différentes sous-techniques à l'intérieur. Maintenant, je vais parler des techniques spécialisées, comme la microscopie multiphotonique, la microscopie en feuillet de lumière, aussi connue sous le nom de light sheet, la microscopie par expansion, la photomanipulation et la déconvolution. Alors tout d'abord, la microscopie multiphotonique. Si vous vous rappelez de la séance que André a présentée, le diagramme de Jablonski qui montrait que on pouvait stimuler avec de la lumière un fluorophore et ça mettait le fluorophore dans un état d'excitation. Et quand cet état se relaxait, il allait émettre une lumière dont la longueur d'onde est plus grande que la longueur d'onde de stimulation. C'est vrai que la longueur d'onde est toujours plus grande à l'émission que lors de la stimulation, sauf quand on utilise de la microscopie multiphotonique. En effet, si on envoie, au lieu d'envoyer un photon en même temps sur le fluorophore, si on envoie maintenant deux photons à 720 nanomètres, la somme des énergies qui sera portée par ces deux photons qui vont arriver de façon simultanée sera équivalente à un seul photon de 360 nanomètres. Et donc, on va être capable d'exciter ce fluorophore, de le mettre dans un état excité et dans lequel il va se relaxer et émettre de la fluorescence. Il y a également la microscopie triphotonique où on va utiliser trois photons de façon simultanée, de longueur d'onde plus longue que la longueur d'onde émise. Donc ça, c'est le principe de la microscopie multiphotonique. Si on regarde à quoi ressemble le PSF de stimulation d'un microscope Whitefield, on va avoir un grand champ illuminé. C'est le PSF d'émission. Donc, on va avoir le Iridis, comme j'en avais parlé. En microscopie confocale, on va enlever la lumière hors focus. Et donc, on va avoir un PSF qui va être beaucoup plus réduit par rapport à ce qu'on observe en microscope Whitefield. En deux photons, on va vraiment stimuler un tout petit point et donc on va émettre une lumière qui est très réduite dans l'espace. Et c'est pour ça que le PSF, ici vu en vertical, est bien plus réduit. Et on regarde maintenant la stimulation. On voit qu'en microscopie à plein champ ou en microscopie confocale, on va avoir un cône de lumière qui va être stimulé. Et ici, au plan focal, on va en fait stimuler l'entièreté de la colonne de l'échantillon. Donc, il y a de l'échantillon au-dessus et en dessous, on va quand même les stimuler en microscopie confocale. À l'inverse, si on utilise la microscopie multiphotonique, on va avoir un seul endroit où les deux photons vont arriver de manière simultanée. Et c'est ça, c'est le plan focal. Et donc, on va avoir un petit point fluorescent uniquement. Pour arriver à concentrer les photons dans l'espace et dans le temps, on utilise un objectif pour les concentrer dans l'espace, mais aussi un laser pulsé qui va envoyer des pulses de lumière très rapides. Donc, et ça va concentrer les photons dans le temps. Et ça permet d'avoir deux photons qui arrivent de façon simultanée à un seul endroit et de stimuler le fluorophore à un seul endroit. À quoi ça ressemble la microscopie multiphotonique et pourquoi on l'utilise? La plupart du temps, on l'utilise pour de l'imagerie in vivo. Donc ici, par exemple, c'est le crâne d'une souris qui a été ouvert et une vitre, un cover slip a été installé avec de la colle dentaire. Et en fait, on peut poser l'objectif sur ce cover slip et imager à l'intérieur du cerveau d'un animal vivant ou d'un animal qui effectue une fonction particulière. Donc, avec cette technologie, on peut regarder euh, le, le,
le fluide cérébral, on peut regarder les veines et les artères alimentant le cerveau. On peut regarder le flux sanguin passer au travers de ces capillaires. Ici, des exemples d'images qui sont pris en microscopie multiphotonique. Il est possible de faire de la multicouleur de façon simultanée en stimulant avec des longueurs d'onde appropriées, puis en collectant avec plusieurs détecteurs la lumière. Un autre exemple de microscopie multiphotonique, cette vidéo où on voit en fait des cellules T, cellules immunitaires, se déplacer euh, dans un échantillon vivant, dans un animal. Donc, ça nous permet d'imager une action longue, donc ici c'est plusieurs minutes, euh, et de façon douce, un échantillon. Donc, on voit vraiment le mouvement des cellules immunitaires dans dans l'animal. Donc, quand est-ce qu'on utilise la microscopie multiphotonique? On l'utilise sur les échantillons vivants ou quand on souhaite faire de l'imagerie in vivo ou ex vivo. Donc, c'est vraiment une technique qui est compatible avec le vivant parce que c'est une technique qui va stimuler uniquement le point focal. Ça ne donne aucun photoblanchiment en dehors du plan focal. Et ça permet aussi d'imager profondément. On peut aller presque jusqu'à plusieurs microns de distance, dizaines de microns de distance. Donc, c'est une technique qui est très appropriée avec le vivant. Puis l'instrument est assez simple. Outre le laser de photons qui est coûteux et qui est un peu complexe, une fois que le laser est installé, le microscope en lui-même, c'est un microscope confocal régulier qui va scanner l'échantillon point par point et des détecteurs qui, eux, vont capter toute la lumière qui est émise pour une longueur d'onde donnée. Donc un microscope relativement simple. Les limitations sont que le laser pulsé est très cher. Ça coûte environ 200 000 ou 300 000 dollars pour avoir un bon modèle. C'est une technique qui est très sensible au bruit. Donc, dans les images que j'ai montrées, c'est des images un peu de démonstration. Il y a très peu de bruit, mais en réalité, une image utilisable est beaucoup plus bruitée que ça. Donc, on va avoir un bruit de fond apparaître dans le noir. La vitesse de scan est assez limitée, comme sur les microscopes confocales. On sera limité par le temps d'acquisition de la région d'intérêt. Euh, les lasers qui sont nécessaires sont très puissants. En effet, il faut vraiment concentrer les photons dans l'espace et le temps, et donc pour ça, il faut beaucoup d'énergie. Oui, et puis finalement, ça peut chauffer l'échantillon. Donc, comme la lumière est très localisée en un point très petit, il y a une phototoxicité qui est possible, mais uniquement au plan focal. Donc, il faut faire attention à ça parce que si on augmente le laser un peu trop haut, on peut tout simplement cuire notre échantillon. Voilà pour la démo. La technique suivante que je souhaite aborder, c'est la microscopie light field. Donc, dans un microscope plein champ ou confocal régulier, on a un laser qui va venir euh, traverser l'objectif, stimuler l'échantillon. Cet échantillon va émettre de la fluorescence qui va repartir et va être capté par l'objectif. Un miroir dichroïque va séparer le laser de la lumière émise. Un filtre va nettoyer, va sélectionner juste les longueurs d'onde appropriées du fluorophore d'intérêt. Puis ça va être projeté sur le détecteur au travers d'un pinhole. Ça, c'est le principe de la microscopie confocale. Et on va scanner des points sur l'échantillon, un par un, pour reconstruire l'image. En microscopie light sheet, on va venir perpendiculairement avec un autre objectif pour stimuler tout le plan focal. Donc le laser produit un laser rond qui va traverser une lentille cylindrique. Cette lentille cylindrique va aplatir le laser dans un plan et ça va passer au travers d'un premier objectif et va stimuler tout un plan focal de l'échantillon. Un autre objectif, l'objectif de détection, va capter une partie de la lumière de la fluorescence qui est émise et puis il va l'envoyer vers un détecteur tel une caméra. Et ça, c'est le principe de la microscopie à feuillet de lumière. Les avantages sont lesquels?
c'est très rapide. Il y a un excellent rapport signal-bruit parce qu'on excite tout le plan focal en une fois, c'est très rapide. Et puis, il n'y a pas de photoblanchiment en dehors du plan focal, un peu comme la microscopie de photons. C'est capable de faire du 3D, c'est très adapté en fait pour faire du 3D. C'est une technique qui est utilisée pour les échantillons clarifiés ou les organes en entier qui ont été clarifiés. Par contre, c'est un peu complexe à mettre en œuvre, ça génère énormément de données parce qu'on va scanner des gros échantillons. Il y a un phénomène d'ombrage, comme on excite l'échantillon par le côté, on peut avoir un effet d'ombrage sur le côté droit de l'échantillon, par exemple. Et ensuite, comme il y a deux objectifs qui sont perpendiculaires l'un à l'autre, ça nécessite un porte-échantillon qui est un peu différent. On ne peut pas utiliser une lame parce que la lumière doit rentrer de façon perpendiculaire à l'échantillon. Donc, le porte-échantillon et la façon de tenir l'échantillon, de préparer l'échantillon, c'est un enjeu dans cette technique-là. Pour vous montrer un exemple, ça, c'est une microscopie light sheet sur un embryon de souris en train de se diviser. Donc, on voit les cellules, une par une, se diviser au cours du temps. Et, euh, et au bout d'un moment, l'embryon va se former, puis il va commencer à bouger. Et donc là, ça devient plus compliqué à imager parce que la vitesse d'acquisition n'est pas suffisamment rapide. Peut-être que je vais rejouer une deuxième fois la vidéo. Ici, 2, 4, 6, 8, et ainsi de suite. Donc ici, on image uniquement dans un seul plan et on voit l'entièreté des cellules se diviser. Donc c'est une technique qui est relativement douce, mais qui nécessite un détecteur très sensible et, euh, et qui nécessite un appareil, un instrument spécialisé. Question sur le chat de Diana. Est-ce que la clarification est obligatoire et quels sont les risques de ne pas la faire? Et aussi, est-ce que la quantification serait toujours possible en night shift? Alors, des bonnes questions. La première question, c'est La clarification obligatoire. clarification obligatoire. Si l'échantillon est déjà transparent, pardon. Exactement, il y a certains laboratoires qui utilisent des échantillons qui sont naturellement transparents, comme euh, des, euh, des xénopes ou d'autres animaux, zébrafiches, qui sont naturellement transparents et donc la lumière peut passer à travers. La clarification d'organes, c'est utilisé pour les gros organes où il y a beaucoup de gras parce que c'est souvent les lipides qui bloquent la lumière. Et donc, il y a un processus qui est utilisé pour enlever les membranes et clarifier l'échantillon. Donc, il y a plusieurs techniques qui existent pour la clarification, mais dans tous les cas, il faut que la lumière de stimulation traverse l'échantillon de part en part pour pouvoir observer l'échantillon en microscopie light sheet. Ensuite, la quantification. Euh, oui et non. Qu'est-ce qu'on veut quantifier dans l'image? Est-ce que c'est la quantité de fluorescence? Est-ce que c'est le nombre de cellules? Donc, la question de la quantification, on va y revenir dans une séance subséquente. Elle n'est pas triviale dans le sens où vraiment il faut se poser la question de qu'est-ce qu'on veut quantifier. Est-ce que si c'est la quantité de fluorescence, il y a toujours un biais dans la stimulation en light sheet parce que la stimulation vient d'un côté de façon préférentielle et donc il y a toujours un biais d'intensité de gauche vers la droite. J'espère que ça répond à la question. Le light sheet a évolué dans le sens où le laser qu'on utilisait précédemment était un laser gaussien, donc une distribution avec un centre plus lumineux que les bords. Et ça donne un faisceau en Y qui ressemble à peu près à ça, où on a une simulation assez large parce que rayon laser est diffracté lors de son passage dans l'échantillon dans l'objectif, pardon. Il y a une évolution qui s'appelle le beam Bessel, ou encore mieux le lattice, qui en fait module la structure du laser de stimulation. Et on va avoir un laser de stimulation beaucoup plus réduit, et donc un plan focal beaucoup plus net. Et en utilisant ces techniques, on va améliorer la résolution en Z et on va avoir une image beaucoup plus homogène sur le plan latéral. Donc ça, c'est les évolutions, notamment le Lattice Light Sheet, qui est vraiment une avancée extraordinaire dans le monde du light sheet.
Ensuite, le light sheet existe sous différentes configurations. Donc, la technique en L, dont je vous ai parlé, avec l'objectif d'illumination perpendiculaire à l'objectif de détection. Il y a aussi la technique en T, où on va utiliser deux stimulations de part et d'autre de l'échantillon, puis détecter avec un, un objectif. Donc ça donne une amélioration de l'illumination, une illumination plus even, homogène. Il y a aussi le multi-view, où là, on va utiliser plusieurs objectifs de détection pour avoir un maximum de lumière et reconstruire l'image euh, de façon euh, meilleure, avec plus de sensibilité. Il y a aussi le ice beam qui vient avec un angle stimuler la lumière et donc on va déplacer l'objectif pour changer de plan focal euh, sur un, sur, sur, sur un, sur un plan perpendiculaire à l'axe de détection. Et il y a d'autres techniques un peu plus exotiques comme le oblique plane light sheet où le même objectif va stimuler et détecter la lumière. Le dual spin, où là, on va avoir deux angles, deux objectifs qui vont stimuler l'échantillon. Bref, plusieurs configurations qui permettent un peu plus de flexibilité, mais elles ont toutes leurs inconvénients, notamment tenir l'échantillon dans un endroit où on est entouré d'objectifs, c'est pas évident. Donc, ça prend des supports spécifiques. La technique suivante dont je voulais parler aujourd'hui, c'est la technique d'expansion microscopie, donc la microscopie par expansion, qui n'est pas vraiment une technique de super résolution. Donc, je l'ai mise dans les techniques spécialisées. Comment ça fonctionne? Tout d'abord, on va utiliser un échantillon et on va fixer les protéines entre elles. Donc, une méthode de fixation assez classique. On va ensuite ajouter un polymère à l'intérieur de ces cellules et on va faire polymériser ce polymère. Donc, il va créer une sorte de grillage autour des cellules. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va augmenter, on va agrandir l'échantillon physiquement en faisant rentrer soit du liquide, soit mécaniquement. Et l'échantillon va grossir physiquement, il va devenir plus gros que ce qu'il était. Et ça nous permet en fait de conserver la morphologie de la cellule, mais tout en agrandissant la cellule physiquement. Donc on peut imager ensuite avec des techniques de confocale régulières et on aura un échantillon beaucoup plus gros, donc beaucoup plus facile à imager. Les avantages de cette technique, c'est que ça utilise un instrument conventionnel. Ça peut être un microscope confocal, ça peut être un light sheet, ça peut être plusieurs types de microscopes. C'est très facile pour la partie microscopie. On prend son échantillon et on le regarde tout simplement. Et virtuellement, la résolution n'est pas limitée. On peut agrandir autant de fois que nécessaire son échantillon et toujours l'observer. Ça fonctionne bien sûr pour les échantillons clarifiés parce que si on fait grossir l'échantillon, il faut passer au travers. Donc, il faut qu'il soit clarifié pour que la lumière puisse passer. Ça marche très très bien pour les organes et certaines fois des organes en entier qui sont clarifiés également. Les limitations, c'est que c'est pas adapté au vivant. Il faut que le tissu soit fixé. Ça nécessite une longue préparation qui peut prendre plusieurs semaines pour agrandir l'échantillon. Et le traitement en fait qu'on inflige au tissu, ça peut interférer avec les fluorophores. Donc des fois, il est difficile de voir certaines fluorescences, certains fluorophores avec cette technique. Voilà pour la microscopie à expansion. Est-ce qu'il y a des questions? Ah, non, si, autant pour moi. Kevin, qui demande, je ne comprends pas le fait qu'en expansion, on augmente la résolution. Les molécules ne grossissent pas lors du processus. Seuls les tissus gonflent. Oui, c'est vrai. On n'améliore pas la résolution optique des systèmes, mais si on prend des fluorophores qui sont adjacents à 100 nanomètres, donc qui sont en dessous de la limite de résolution du système optique. Et si maintenant on les sépare physiquement, on les met à, à 500 nanomètres l'un de l'autre, on va être capable de les discriminer. Donc, en faisant grossir
l'échantillon, on va pouvoir le scanner avec une meilleure résolution. On espace les molécules finalement. Exactement. On ne Exactement. grossit pas les molécules, mais on les espace, ce qui permet de mieux aller les détecter avec des systèmes classiques. Exactement. On les espace tout en gardant la conformation, le lien physique entre les molécules. Donc, elles sont pas attachées les unes avec les autres, mais enfin, si elles sont attachées les unes avec les autres, mais elles vont s'étendre, elles vont s'éloigner les unes des autres, tout en gardant le lien. Moi, du coup, j'ai une question moi, car je n'utilise pas ce type de microscopie, mais est-ce qu'il y a des limites? Est-ce que certaines molécules ne résistent pas au gonflement? Puis par exemple, on irait comme déstructurer justement le fait, par exemple, un complexe moléculaire, est-ce qu'il pourrait être détruit et donc du coup, on n'irait pas regarder réellement ce qu'il y a à l'origine dans l'échantillon? C'est une bonne question. N'étant pas un expert en microscopie d'expansion et n'ayant jamais pratiqué moi-même cette technologie, j'ai du mal à Ok. répondre à cette question. C'est de trouver la réponse, puis on pourra à la rigueur la poster plus tard. Mais c'est une technique que j'aimerais utiliser et que j'aimerais en fait voir réaliser, que j'ai proposé à plusieurs laboratoires et pour l'instant, j'ai pas encore reçu d'intérêt. Mais en neurosciences, c'est comme cette image ici, ça peut être très intéressant. On augmente en fait la taille d'une coupe de cerveau et on va être capable de discriminer des détails qu'on ne pouvait pas voir par le passé. Kevin demande aussi, est-ce qu'il n'y a pas un risque de perte d'épitope Euh, normalement? et tu peux préciser ta question. Tu peux même prendre la parole si tu veux, prendre ton micro et poser la question. Perte d'épitope, qu'est-ce que tu veux dire par là? Ah oui, bonjour. Du coup, je voulais dire par là, est-ce que la molécule qui doit réagir avec l'anticorps, est-ce qu'elle peut pas justement avant l'immunofluorescence, est-ce qu'elle peut pas être justement déstructurée comme c'est un peu le pendant de la question qui a été posée juste avant. Ouais. Et justement, si la perte de la conformation de la molécule qu'on essayait de distinguer, est-ce qu'elle peut pas, Oui, est-ce alors que est-ce que ton justement cette marquage, conformation pourrait pas changer et justement le anticorps ne détecterait plus au final je ne l'ai ce pas qu'il doit précisé, mais détecter, quoi. ça marche très bien avec les protéines endogènes, beaucoup moins avec des anticorps, justement par ce problème de modification de structure d'épitope. Donc, quand on a une protéine qui est encodée, une protéine fluorescente encodée génétiquement, comme c'est le cas dans l'image qu'on voit ici, certains Donc ça va être neurones plutôt expriment des le protéines GFP. recombinantes. Exactement. Ou une protéine GFP classique avec un promoteur euh, spécifique. D'accord. Et du coup, il n'y a pas non plus de perte. Enfin, si il n'y a pas d'immunofluorescence à faire, il n'y a pas de partie immunofluorescence dans le protocole quand on Si, fait l'expansion. si, il peut avoir une partie immunofluorescence, mais on est toujours limité par la pénétration de l'anticorps dans le tissu. Et D'accord. comment ça marche? C'est que d'abord, on agrandit le tissu, et quand celui-ci devient poreux, on met son anticorps et on le laisse pénétrer pendant des semaines pour qu'il aille vraiment en profondeur dans le tissu. Donc, technique assez compliquée et avec des limitations, mais j'aimerais pouvoir la mettre en œuvre pour avoir plus d'expérience là-dessus et puis pouvoir vous en parler un peu mieux des avantages et des limitations. Et puis même présenter des vraies images si c'est possible. D'accord, très bien, merci. Question de Assiré. Est-ce que le light sheet est adapté pour la recherche sur le cerveau des souris ou bien sur les petits animaux comme les larves? Tout à fait. Le light sheet, c'est vraiment une technique de choix pour tout ce qui est neurosciences. Tant et si bien que le cerveau soit clarifié. Parce que, il y a beaucoup de gras dans un cerveau, il y a beaucoup de myéline. Non, il y a beaucoup de membranes cellulaires et donc ça nécessite une clarification, d'enlever ces lipides. Voilà. Et pour les petits animaux aussi, ça fonctionne très bien. Ensuite, la technique suivante que je voulais présenter, c'est une technique qui, à mon avis, est sous-utilisée, qui est très performante, ça s'appelle la déconvolution. Donc, comme vous le savez, l'image d'un point est une tâche.
Et ça, on est capable de le calculer parce que c'est la limite de diffraction de la lumière. Donc, on a tout à fait l'équation qui calcule ce PSF en fonction de la taille du point. Et si le point est plus petit que la résolution optique, on obtient une tâche et cette tâche est toujours la même. La déconvolution, c'est le principe de dire, sachant qu'il y a une déformation de l'objet dans l'image, et connaissant cette fonction de déformation, qui est le PSF, suis-je capable de retourner en arrière, de dire, je sais que j'ai une tache floue, mais je sais que cette tache floue provient d'un point, et la différence entre les deux est le PSF. Donc, utiliser un retour en arrière, par exemple, en disant, j'ai cette image, mais je sais que je devrais avoir un point, donc cette image, je vais la retransformer en point. Et ça, c'est le principe de déconvolution, qui va réassigner les intensités à la position de la lumière, ici en son centre. Et c'est pareil en Z. Donc, je suis allé au microscope, et puis fluorescent. J'ai pris quelques photos. Et je suis allé dans une station de déconvolution qui est disponible sur la plateforme du Centre d'innovation biomédicale. Et j'ai traité mes images et les résultats obtenus, ça ressemble à ça. C'est vraiment un microscope plein champ. On voit vraiment la structure des filaments à l'intérieur. On voit la structure à l'intérieur du noyau. Puis en jaune, on voit des granules de stress parce que ces cellules ont été stressées. Euh, donc, c'est un exemple probant, mais le mieux, c'est de montrer en fait la différence entre du plein champ et de la déconvolution. Donc ici, c'est un stack en Z. On va rentrer dans un grain de pollen encore. C'est pas le même grain de pollen que précédemment. On voit qu'il y a beaucoup de lumière floue euh, hors champ. Donc on voit la structure, mais on voit beaucoup de lumière qui vient en dehors du plan focal. Maintenant, si on utilise cette image-là, donc la même acquisition, et on n'a rien changé à l'acquisition, c'est la même image. On l'a traitée avec un ordinateur. À ce moment-là, on va avoir de la déconvolution et on va avoir une image beaucoup plus précise. On va perdre toute la lumière qui est hors du plan focal. Donc, ça, c'est virtuellement gratuit. Ça prend juste du traitement optique. Donc, du traitement, ça prend juste un ordinateur avec un logiciel compatible et de traiter les données. Donc, il est possible de les traiter en batch, donc de faire l'acquisition de nombreuses images, puis d'ensuite de les traiter tout ensemble pendant la nuit, puis de récolter ces images. Alors, vous voyez que tout n'est pas parfait, il y a aussi un peu de bruit de fond, mais ça augmente drastiquement la résolution et c'est virtuellement gratuit dans le sens où ça n'a aucun coût pour le côté microscope. La déconvolution, c'est une technique que j'apprécie particulièrement, qui fonctionne très bien pour la microscopie plein champ, mais également pour la microscopie confocale. Euh, euh, ça- je ne comprends pas pourquoi j'ai écrit image fixe, mais c'est peut-être une erreur. Mais les avantages, c'est que C'est aussi sur des images oui, ça peut être fait sur des images sur dynamiques des images. également. Ça améliore la résolution, c'est très simple et facile, et ça fonctionne avec la plupart des techniques, c'est compatible avec la plupart des techniques de microscopie. C'est juste un traitement image après acquisition, et ça, c'est la limitation, c'est qu'il faut traiter ces images après l'acquisition. Il y a plusieurs méthodes de déconvolution et il y a plusieurs logiciels, certains payants, pour déconvoluer ces images. Donc ça, c'est quelque chose qui donne des rendus très proches de ce que la microscopie confocale fait, sans avoir le coût en temps de scanner ces échantillons. La dernière technique que je voudrais présenter aujourd'hui, c'est la microscopie Raman, puis c'est une nouveauté cette année. Je n'en ai pas parlé les années précédentes. Qu'est-ce que c'est la microscopie Raman? Un peu comme un microscope focal régulé, on va illuminer avec un laser un échantillon, un point. Les photons de ce laser vont interagir avec les molécules de l'échantillon. Donc là, on parle de molécules qui ne sont pas fluorescentes, des molécules régulières, des lipides, des glucides et autres. Et cette interaction va produire une diffusion Raman. Qu'est-ce que c'est la diffusion Raman? Le fait que la longueur d'onde des photons qui interagissent de façon euh, avec les molécules va changer en fonction de leur interaction, en fonction de la molécule qui va être en interaction avec ce laser. Donc, on va collecter la lumière et on va pas la collecter avec un détecteur classique, on va la collecter avec un spectromètre. Et ça, qu'est-ce que fait un spectromètre? Ça analyse
l'intensité lumineuse en fonction de la longueur d'onde. Donc, on va avoir toutes les longueurs d'onde et puis on va avoir un graphique qui monte et qui descend en fonction des longueurs d'onde qui sont émises par la diffusion Raman. Et je suis assez fou. Les avantages, c'est quoi? C'est de permettre, en fait, chaque point de l'image n'est pas une intensité lumineuse, mais c'est un spectre de spectroscopie. Donc, on va avoir un spectre rarement pour chaque point de l'image et on peut les convertir en couleurs en fonction de l'intensité qui est la plus émise. Ça permet de faire des analyses moléculaires de l'échantillon. Euh, ça, ça fonctionne très bien avec les tissus et les cellules. Et là, ce qu'on observe, c'est une émulsion, donc de l'huile dans de l'eau. Et on est capable de déterminer qu'est-ce qui est huile, qu'est-ce qui est eau, en fonction du spectre émis. Les avantages, c'est qu'il n'y a pas de préparation d'échantillon. On peut prendre n'importe quel échantillon, qu'il soit liquide, solide ou gazeux, et le regarder en microscopie Raman. Et ça nous donne une information sur la résolution chimique, la composition chimique de ce qu'on observe. Les limitations, c'est que il y a un très faible signal. La diffusion Raman, c'est pas la diffusion de lumière principale. Donc le signal est très faible, il faut être capable de le capter. Il y a aussi des interférences avec la fluorescence. La fluorescence émise peut interférer avec la diffusion Raman et faire des artefacts. Puis l'instrument est très coûteux. On parle de plusieurs millions pour obtenir un microscope, pour observer les tissus qui ont différentes compositions chimiques. Donc voilà pour la microscopie Raman, une technologie assez prometteuse, mais avec certaines limitations dans le sens où on, on a des interférences avec la lumière fluorescente et que le signal est très faible. Si vous avez des questions, c'est pour maintenant. Vous pouvez toujours nous suivre sur Instagram pour voir nos vidéos à microscopie_Montréal et par email microscopie à commercialcib.umontréal.ca. Alors, question de Malika. Bonjour Malika.